J'ai découvert H.P. Lovecraft en ce mois d'août 2016 lorsque j'étais coincé au lit suite à une lombalgie. Il était tard et je n'arrivais pas à dormir, donc je me baladais sur YouTube à la recherche de tout et n'importe quoi pour passer le temps. Et de lien en lien, je me suis trouvé sur une série de livres audio de ses nouvelles, Herbert West Réanimateur, et Je suis d'ailleurs. Je suis resté stupéfait de ce que je découvrais. Je connaissais Lovecraft de nom, mais n'avais jamais vraiment lu ni entendu ses textes originaux. Comme beaucoup de fans fantastiques, Réanimateur fait partie de mes films cultes, donc pour moi Lovecraft avait cette image grand guignolesque et gore, un poil amusante, mais pas spécialement attirante. Sans compter que depuis quelques années, le grand ancien dieu Cthulhu fait partie de la culture pop, grâce notamment au jeu de rôle Call of Cthulhu, et plus récemment South Park. J'ai donc commandé les livres et j'ai fait ce que je sais faire de mieux, je me suis branlé. Et ensuite j'ai lu. Et j'ai découvert un auteur hors du commun. Maintenant, je comprends tout à fait l'impact qu'un tel auteur a pu avoir sur le genre du surnaturel et de l'horreur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en parler car il reste méconnu du grand public, donc sans plus attendre, allons-y. Avant d'évoquer l'œuvre, apprenons un petit peu à connaître l'homme. Howard Phillips Lovecraft est né le 20 août 1890 à Providence, Rhode Island. Fils unique, ses parents se sont mariés alors qu'ils étaient tous les deux plus âgés de 30 ans, ce qui était très tard pour l'époque. En 1893, alors qu'il n'était seulement âgé de 3 ans, son père est atteint de démence et est interné au Butler Hospital où il restera jusqu'à sa mort en 1898, atteint d'une syphilis ayant dégénéré en paralysie générale. Le jeune Lovecraft est alors élevé par sa mère, ses deux tantes et son grand-père maternel dans la maison familiale. Ce dernier incitera le jeune homme à la lecture et le fascinera en lui racontant ses propres récits gothiques. Lovecraft, dès l'âge de 3 ans, fera preuve d'une grande intelligence en récitant des poèmes appris par cœur et en écrivant ses premiers à 6 ans. D'une santé fragile et régulièrement malade, il n'est pas scolarisé avant l'âge de 8 ans, d'où il sera d'ailleurs retiré au bout d'une année. Il est féru de récits scientifiques et astronomiques. Il passe d'ailleurs des journées entières à dévorer de nombreux ouvrages. 4 ans plus tard, sa première scolarisation, il intègre le lycée de Hope Street. En 1904, le décès de son grand-père le blesse profondément. Sans compter qu'à cause de la mauvaise gestion de leur patrimoine par ce dernier, la famille se retrouve sans le sou et est forcée de déménager. À cette époque obscure, le jeune Lovecraft songe fréquemment à mettre fin à ses jours. Voulant à tout prix devenir astronome, il se heurte aux mathématiques qui lui resteront insondables. En 1908, il fait ce qu'il qualifiera plus tard comme une dépression nerveuse. Suite à ça, il n'obtiendra jamais son diplôme, lui fermant les portes de la Brown University. Cet échec sera une source de honte indescriptible, le poussant à mentir sur ce fait durant les années qui suivirent. Jusqu'en 1913, il se consacre quasi exclusivement à l'écriture de poésie, vivant comme un ermite et n'ayant comme unique contact sa mère. Cette dernière, souffrant de dépression et d'hystérie, finira ses jours dans le même hôpital que son mari, le 21 mai 1921. Son décès dévastera Lovecraft, mais je m'avance. Avant cela, l'isolement de l'auteur prend définitivement fin en 1914. En effet, l'année précédente, il envoie une lettre au magazine pulp Argosy, dans laquelle il fustige les histoires d'amour insipides d'un des auteurs les plus populaires de la revue. Ces échanges le feront remarquer par Edward F. Das, président de la UAPA. Ce dernier l'invite à les rejoindre. Adhérent à l'association, dont il deviendra président 3 ans plus tard, c'est en 1917, ayant créé un club de correspondance, ses correspondants étant entre autres Robert Bloch, auteur de Psychose, ou Robert E. Howard, l'inventeur de Conan le Barbare, qu'il finit par se mettre à écrire des histoires pleines de terreur et de folie. Dagon est son premier écrit publié de manière professionnelle dans The Vagrant, en 1919, et plus tard dans Western, un magazine qui l'aura aidé à fonder grâce à ses nombreux récits, en 1923. En 1924, il épouse Sonia Green et s'installe à New York. Mais quelques années plus tard, le couple se sépare et Lovecraft retourne s'installer à Providence. C'est là qu'il devient le plus prolifique et que Weird Tales publie la plupart de ses textes. Lovecraft finit par mourir le 15 mars 1937 d'un cancer de l'estomac. De son vivant, il n'aura jamais vu un seul livre publié à son propre nom. Ce qu'il faut savoir. Lovecraft laisse derrière lui une œuvre considérable, composée quasi exclusivement de nouvelles plus ou moins longues. Parmi les différents thèmes que Lovecraft abordait, le plus connu doit être celui de la descente dans la démence des différents personnages, qui lui vaut parfois le titre d'écrivain de la folie. Que ce soit suite à la lecture d'un livre maudit comme le Necronomicon de l'arabe dément Abdul Olazred, qui est en réalité une totale invention de Lovecraft et qui se retrouve au centre de la saga cinématographique Evil Dead, ou par la rencontre avec des créatures d'un autre âge dont la simple vue fait perdre de la santé mentale de l'homme qui les aperçoit. Mais confiner Lovecraft au seul thème déjà très intéressant en soi de l'aliénation, cela serait très réducteur.
Son temps libre était partagé entre l'écriture, la lecture et des heures passées dans la bibliothèque de Providence. Il était aussi fasciné par les thèmes du rêve et du temps, de civilisations oubliées, d'êtres extraterrestres et extradimensionnels. Et la force de Lovecraft est là, c'est que sa manière de traiter ces différents thèmes était extrêmement avant-gardiste pour l'époque, et qu'aujourd'hui encore, 74 ans après sa mort, il reste tout à fait lisible et abordable et ne provoque jamais de sourire amusé à la lecture. Je vous rappelle que dans les années 20 ou 30, les extraterrestres étaient dépeints comme des petits hommes verts dans des soucoupes volantes avec des tenues argentées. Et même plus globalement, ce genre d'histoire se faisait plutôt rare à l'époque. La science-fiction n'exploserait en réalité qu'en 1950. Lorsqu'il parle de sorcellerie, l'on sent que Lovecraft a véritablement fait des recherches à ce sujet et ne s'est pas contenté d'essayer de provoquer la peur ou l'inquiétude. Il la faisait naître lentement et efficacement. Au détour d'une phrase, il arrive à vous glacer les sangs. La chose sur le seuil et l'affaire Charles Dexter Ward en sont des exemples parfaits. Dans son style aussi, Lovecraft était en avance sur son temps. Il était un des premiers, si ce n'est le premier, à utiliser au cours de ses récits des reproductions de lettres ou d'articles de journaux. Comme le précise François Bon, un passionné de Lovecraft, et dont les nouvelles traductions nous sont proposées chez Point ou sur son propre label Tir Éditeur, chez l'auteur, chaque phrase a sa place, chaque mot est pensé et réfléchi. Tout ça pour nous amener à une terreur glaçante. Lovecraft admirait Poe, Huysmans ou Aurevilly. C'était un homme qui admirait la littérature et l'art de créer des histoires, et en ressort un style certes racé et élégant, mais loin d'être lourd. Ce terme n'est pas péjoratif, mais les auteurs classiques ont parfois l'étiquette d'être trop inaccessibles, voire chiants dans leur formulation, ce qui n'est pas le cas de Howard Phillips Lovecraft. Vous l'aurez compris, évidemment que je vous conseille la lecture, voire la découverte de Lovecraft. Cela fait bien trop longtemps que cet auteur est réservé à une élite de lecteurs. Et les nouvelles traductions de François Bon sont l'entrée idéale dans cet univers incroyable. Il faut savoir que François Bon a effectué un voyage jusqu'à Providence pour sa retraduction des Montagnes hallucinées, qu'il a rebaptisé les Montagnes de la Folie, à partir des feuillets originaux de Lovecraft. Le texte ayant alors toujours été traduit depuis la version américaine publiée dans Weird Tales, qui en avait supprimé plusieurs passages pour la publication. François Bon a donc traduit Lovecraft dans la bibliothèque de Providence, dans la chaise qu'utilisait l'auteur durant ses nombreuses recherches qu'il consignait dans un petit calepin, et ça, c'est la classe. Il a inspiré de nombreux auteurs, de Stephen King jusqu'à Michel Houellebecq, ce dernier lui ayant d'ailleurs consacré un essai que je compte lire prochainement. Au cinéma, par contre, Lovecraft a toujours été mal adapté. Cela partait toujours dans le gore et dans le grand guignol, ce qui est absolument opposé à l'œuvre originale. Reanimator, c'est sympa, mais ce n'est pas ça. Pareil pour Dagon, qui pioche allègrement dans le récit éponyme que dans le cauchemar d'Innsmouth. Si vous voulez voir un film totalement imprégné d'influences Lovecraftiennes, je vous conseille L'Antre de la Folie de John Carpenter, qui fait partie de mon top 3 de mes films favoris. Maintenant, je dois aborder un sujet plutôt sensible qui est le racisme chez Lovecraft, ou plutôt le racisme de Lovecraft. Que ce soit dans les quelques 5000 lettres que les éditeurs ont exhumées de sa correspondance personnelle, ou alors dans ses propres récits, cela ne passe pas inaperçu. Mais encore une fois, cela est une facette de cet homme plein de contradictions. Marié à une juive qu'il adorait, qui clamait en 1930 qu'Hitler était un homme formidable, et qui admirait le poète Loveman, un de ses amis, qu'il évoquait comme un resplendissant païen de race juive, comme s'il se devait de le souligner. Tout comme Robert Bloch, qui l'encourageait à poursuivre ses récits et à qui il donnait de nombreux conseils. N'oublions pas qu'il était d'une constitution fragile et honteux de son parcours scolaire, donc se déclarer d'appartenance à une pseudo-race supérieure n'est pas vraiment quelque chose d'étonnant. Il signait entre 1912 et 1913 des textes ouvertement racistes, comme de la création des nègres, et évoquait dans ses lettres des hordes italo-sémitico-mongoloïdes constituant l'essentiel de la population new-yorkaise. Aux États-Unis, et sûrement même aux quatre coins du monde, le parti néo-nazi s'est approprié Lovecraft à cause de cela, oubliant délibérément que vers la fin de sa vie, il s'en était repenti en déclarant avoir pris pour argent comptant les illusions et les préjugés traditionnels du milieu auquel il appartenait. Mais c'est un débat vieux comme Hérode. Doit-on juger l'homme ou l'œuvre? Lovecraft a été ou était raciste jusqu'à sa mort, j'ai envie de dire, et alors? Évidemment que rien ne pardonne ce qu'il a pu dire ou écrire, et ce serait encore plus facile de dire que l'époque voulait ça, ou que le mot nègre était beaucoup plus courant en 1920. Mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'aborder les textes de Lovecraft avec uniquement cela en tête. Vous le savez, je le sais. Bien, c'est une chose. Est-ce que vous ou moi approuvons les idées de Lovecraft? Pour ma part, absolument que non, mon Dieu.
Et j'espère que vous aussi un petit peu quand même. Mais pourtant, je lis Lovecraft avec énormément de plaisir et je vous le recommande sans aucune retenue. Histoire de recentrer le débat sur ce qui nous intéresse vraiment, pour l'occasion, j'ai demandé à un ami écrivain ayant lu Lovecraft il y a quelque temps de vous parler un petit peu de l'œuvre l'ayant marqué ou de son rapport à l'auteur. François Bon lui-même avait accepté lui aussi de nous parler de Lovecraft, mais l'ayant contacté au dernier moment, vu son emploi du temps important, cela n'a pas pu être possible. Quoi qu'il en soit, je le remercie infiniment. Et vous laisse donc en compagnie de Romain Gors. Ne vous inquiétez pas, on se retrouve juste après. Bonjour à tous. Comme Raphaël me l'a demandé, un petit caméo sur ma vision de Lovecraft, sur ce qui m'a amené à lire Lovecraft, sur le livre qui m'a marqué de Lovecraft et sur ce que j'ai pu en retirer plus tard sur mon expérience de la lecture et de l'écriture. Alors, j'ai eu un souvenir très précis du livre et de quand j'avais lu mon premier livre de Lovecraft. Il a fallu que je recherche quand même le titre, puisque c'est souvent des noms de villes un petit peu compliqués, et c'était Le Cauchemar d'Innsmouth. Voilà pourquoi je m'en souvenais pas. Et en fait, j'ai une image très marquée de ce livre-là, parce que j'avais 14 ans quand j'ai lu ça. Rien que la couverture déjà amenait une ambiance. Et en fait, j'avais découvert Lovecraft même un tout petit peu avant, à travers le jeu de rôle, auquel j'avais participé à l'époque assez rapidement, mais qui amenait une atmosphère très différente, alors effectivement très anglaise, très londonienne. Ça m'avait vraiment attiré, j'avais vraiment eu envie de lire. Alors j'en ai lu beaucoup, mais vraiment celui qui revient toujours quand je dois donner un exemple, c'est Le Cauchemar d'Innsmouth. C'est une histoire classique d'un personnage qui entreprend un voyage et qui se retrouve dans une ville qu'il aurait certainement dû éviter. Et en fait, il y a différentes versions de ce livre, mais il y a quelques images, là j'en ai une devant les yeux que je transmettrai à Raphaël, comme ça il pourra vous la mettre par là, ou carrément sur ma tête. Et qui montre un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi ça donne envie de lire, pourquoi on a envie de rentrer dans cet univers-là. Toutes ces histoires arrivent à être toujours très concrètes, dans le sens où on a vraiment un personnage au départ souvent qui est auquel on peut s'identifier, sombre un petit peu dans la folie, dans la peur, parce qu'il se rend compte de tout ce qui l'entoure. Je vais pas en dire beaucoup plus sur le livre, parce que à ce moment-là, il faudrait une vidéo aussi longue que celle du chroniqueur. Voilà, c'est le livre que je conseillerais pour se lancer dans Lovecraft. Je vois qu'il a été publié en 1936, donc quand on imagine l'époque, l'entre-deux-guerres, tout l'univers dans lequel Lovecraft lui-même pouvait vivre à ces moments-là. On imagine comment est-ce qu'il pouvait prendre son personnage et le faire sombrer petit à petit dans cette folie-là lui aussi. Donc voilà. Ensuite, ça m'a amené à beaucoup d'autres lectures de Lovecraft et beaucoup plus au jeu de rôle, d'ailleurs. Beaucoup plus le jeu de rôle auquel j'ai encore joué, je crois que c'était ces 2 dernières années, enfin l'année dernière, et puis oui, parce qu'il y a un univers et quelque chose. Et je sais qu'il y a pas mal d'images que j'ai pu retrouver dans les livres de Lovecraft, enfin d'images littéraires, que j'ai eu envie après d'utiliser. J'ai voulu m'en inspirer pour utiliser mes personnages. C'est vraiment grâce à Lovecraft en particulier que j'ai pu créer parfois moi-même des ambiances. En me disant effectivement il y a des mots importants, presque des mots Lovecraftiens, des choses comme ça qui sont très précises et voilà, qui ont le chic pour nous faire tomber dans cette atmosphère souvent pesante et malsaine. J'espère que à mon tour je vous aurai donné un tout petit peu envie de vous plonger là-dedans. Il y aurait beaucoup plus à dire, mais je compte sur Raphaël pour en dire un maximum. Et je vous dis peut-être à bientôt et merci beaucoup. C'est tout pour moi. Et avant que nous nous quittions, je vais moi aussi me permettre de vous donner un petit conseil si vous voulez découvrir Lovecraft et que vous ne savez pas vraiment où commencer. Je vous conseille donc les nouvelles traductions de François Bon et notamment le recueil La couleur tombée du ciel suivi de La chose sur le seuil qui sont de véritables chefs-d'œuvre, ainsi que l'affaire Charles Dexter Ward, pour l'instant uniquement disponible aux éditions J'ai lu, mais qui reste absolument fabuleux. Et je rajoute, tant qu'on y est, car je ne suis pas vraiment sûr que les éditions Pocket les proposent un jour, que François Bon a traduit le carnet d'invention d'H.P. Lovecraft en édition bilingue, qui nous propose différentes idées ou débuts d'idées de Lovecraft, qu'il a utilisé ou non dans ses récits, et c'est véritablement passionnant comme lecture. D'ici là, je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique du lecteur, et vous souhaite d'agréables lectures.
tell and roadie that everybody's dead. I was raised in a deep dark hole, a prisoner with no parole. They locked me up and took my soul.